Rose Berline Batelmi. Bonsoir Josvarin, bonsoir à tous. Le journal de 18h sur Modèle FM. Rapidement, les grands points de l'actualité. Les obsèques d'Anthony Pascal, dit Compé Philo, ont eu lieu ce mardi 18 août 2020. Plusieurs personnalités politiques et du monde culturel ont rendu un dernier hommage à cette icône de la presse haïtienne. Le dernier rapport d'Audi sur la gestion du fonds Petro-Caribé risque de faire monter la tension à travers les rues. Des politiques demandent à la justice de prendre ses responsabilités dans ce dossier. Des organisations d'enseignants ont dressé le bilan de la journée de mobilisation tenue lundi à travers plusieurs régions du pays. Le président Jovenel Moïse, depuis son ascension au pouvoir le 7 février 2017, ne cesse de multiplier ses promesses. 3 ans plus tard, le peuple attend des réalisations que le président Jovenel Moïse avait promises alors qu'il continue inlassablement de promettre monts et merveilles à la population haïtienne. Et dans l'actualité internationale, le ministre des Finances canadien démissionne sur fond de scandale et de désaccord avec le Premier ministre Justin Trudeau. Et puis en sport, le PSG bat Leipzig 3-1 et se qualifie pour la première fois de son histoire. Et ce journal est réalisé par Macaudelin Sévère et puis équipe de rédaction Cherline Murat et Jean-Samuel Mentor, rédacteur en chef Vladimir Désir. Pour la présentation, c'est Josvarin et Rose Berline Batelmi. Bonsoir Rose. De Rechef, bonsoir. Et comme on l'avait annoncé en titre, les funérailles d'Anthony Pascal, dit Compé Philo, ont été chantées ce mardi au kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars. Plusieurs personnalités publiques et hommes d'État ont défilé devant son cercueil pour lui rendre un ultime hommage. Le présentateur de l'émission Quel fou est mort le vendredi 31 juillet des suites des complications liées au diabète. Sa dépouille sera inhumée à Valit, une localité de la commune de Grand-Goâve. Suivez ce reportage de Jean-Samuel Mentor. Des chants d'adieu pour cet homme qui a marqué l'histoire de la presse haïtienne. Anthony Pascal dit Compé Philo. Au kiosque Oxyde Gentil, à Port-au-Prince, en plein cœur du Champ de Mars, des centaines de personnes étaient venues lui rendre un dernier hommage. Des hommes d'État, amis et familles et des adeptes du vaudou. Par contre, c'est juste que faut le aller, juste la porte est comme ça. Juste valide, juste côté que le galanté en dernier délai, la obligation à comparer jusqu'au dernier délai. La dépouille d'Anthony Pascal a été accueillie par le royaume du vaudou haïtien. Mais avant, les membres de la famille et des proches de Compé Philo ont redressé le portrait de ce journaliste militant des droits humains et de l'environnement. Depuis dans la caille nous t'a vivre. Philo te apprendre nous tout petit que nous cas différents. Nous pas d'accord sur toute bagaille. Bien bonalité apprendre nous tout frère Axel yo que la caille pas jamais gen satanise ni servante. Qui donc c'est pour nous te gonfler pour nous te apprendre servir tête nous. C'est une pratique la dénoncer qui donc nous pas ka vinn reproduire en bas babli là. Des militants politiques remarqués dans la cérémonie ont tenté d'intimider certains hommes d'État. Malgré cela, le ministre de l'Environnement a promis d'accomplir le rêve tant chéri par Philo, celui de planter 36 mapous dans son habitation. M'a supplié nous en grâce, quitter service en fait en silence. Tant pis. Nous cherchons fouiller la racine culturelle au campé haïtien natif natal, la vraie identité à culture. À côté, dimension culturelle et théâtrale Compé Philo te gagné, nous jeunes tout, un écologiste qui t'a fait promotion pour qu'il boit non relais dans le pays d'Haïti. Les mots du ministre de la Culture posés à ceux des militants étaient difficiles à entendre. Ces activistes lançaient des propos acerbes à l'encontre du pouvoir. Vauduisant dans
son état, les funérailles de compère Philo ont été célébrées par des adeptes du vaudou, des chants et des danses pour laisser aller la dépouille en paix. Son corps sera inhumé à Valit, une localité de la commune Grand-Goave, sa ville natale. Jean-Samuel Mentor, Modèle FM. Reportage signé Jean-Samuel Mentor Rose. Donc, ce sont les funérailles qui ont eu lieu aujourd'hui. C'était au kiosque Oxyd Gentil. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde, de toute façon. Donc, il a fait le grand voyage. Je rappelle que c'était le vendredi 31 juillet. Donc, il est mort des suites de complications liées au diabète. C'est bien triste. En tout cas, les informations continuent sur Modèle FM. L'un des avocats de la partie civile dans le dossier Petro-Caribé félicite les membres de la Cour des comptes pour avoir déposé au bureau du Sénat de la République le rapport d'audit final sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Maître Marc-Antoine Maisonneuve croit que c'est un pas dans la bonne direction. Cependant, l'homme de loi laisse entendre que l'équipe au pouvoir n'a pas la volonté réelle de permettre à la justice haïtienne de faire lumière sur ce dossier. En ce sens, Maître Maisonneuve appelle la population à la vigilance, car, dit-il, les dilapidateurs de ces fonds doivent être punis pour ces crimes financiers qu'ils ont commis. Maître Marc-Antoine Maisonneuve répondait aux questions de Vladimir Désir. Écoutons. Non pas satisfait intégralement, mais nous avons quand même un minimum de satisfaction par le fait que le dossier est avancé en quelque sorte. Et même si nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'acteurs qui continuent à évertuer, à contribuer au blocage du dossier et Petro-Caribé. Et forme-nous bien, c'est avec un plaisir, avec un sentiment de contentement que nous avons appris que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a finalement rendu la dernière tranche du rapport Petro-Caribé. C'est pas parce que pour la rendre, on pas qu'elle tranche rapport là qui fait qu'à commencer à créer victoire, n'est-ce pas? Non seulement en politique, mais il faut rappeler aussi, à la tête de la Cour de cassation se trouve un magistrat qui est en mission. Là, m'a parlé de René Sylvestre. Pabli, c'est à la suite de la publication de la première tranche du rapport, le 31 janvier 2019, que le Palais national, que Jovenel Moïse s'empressa d'aller nommer à la tête de la Cour de cassation. Et ce monsieur est René Sylvestre, le président. Et Jean dit là, c'est toujours en perspective d'avoir le contrôle de l'appareil judiciaire. C'est en perspective de vassaliser l'appareil judiciaire. Ils ont vassalisé presque tout, coup d'appel Port-au-Prince, coup d'appel Okaï, coup d'appel Gonaïve. Ils mettaient alliés, ils mettaient des magistrats qui ne sont pas professionnels, des magistrats qui sont en mission, des magistrats qui se sont toujours engagés à défendre les dilapidateurs du fonds Petro-Caribé. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons toujours demandé à la population de faire preuve de vigilance. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours essayé d'attirer l'attention de la population et sur le fait que les fonds et Petro-Caribé lui appartiennent et que s'il a bataille pour qu'on puisse aboutir à la récupération de ces fonds, non seulement il commence à payer, mais la paix conséquence là et la vie plus pauvre l'enjeu qui vient là. Ceux qui constituent la partie civile dans le cadre du dossier Petro-Caribé applaudissent la décision de la Cour des comptes d'acheminer le rapport d'audit final sur la gestion des fonds Petro-Caribé au bureau du Sénat de la République. Le coordinateur du réseau national des plaignants Petro-Caribé plaide en faveur de l'applaudissement de l'enquête pour faciliter la tenue du procès et exhorte les autorités judiciaires à dénoncer les victimes de cette affaire. Vous voulez un coup de chapeau, la Cour supérieure des comptes qui pas prend pression dans mes Jovenel Moïse. Tout le monde connaît, tout le journaliste connaît. Jovenel Moïse était débarqué en Chango et pour le caponner, pour intimider les conseillers, la Cour supérieure des comptes. Mais il n'y a pas de pression. Rapport, troisième fait rapport, il est sorti. Maintenant, nous sommes arrêtés pour nous féliciter pour le travail, pour fouiller. Nous gagnons en point de presse, nous directement sur rapport qui va le décortiquer pour nous aspect positif, aspect négatif, qui en dehors. Et pour nous combien arrêté de bêtes qui délivré comme ça, 4 milliards 200 millions de dollars. Volés d'à côté, Patélica marché 200 personnes dans tout le pays, comme ça.
nous sémenté 77 fois. Matéli, Laurent Lamotte, Sophia Matéli, Olivier, et bien docteur Sidonega. Même nous avons tué en pile en nous, mais à vomi comme ça. À nous clair comme ça, pas pour maman, pas pour papa. Pour quoi que le peuple là, il commence à comprendre la réalité. Les Haïtiens, à debout, commencent à l'homme. Pour nous combattre les pays qui bloquent tout le monde. Et nous dit, et si on quitte nous fâcher, si on quitte nous nerver, si on quitte nous fâcher, peuple la cap marel, remettre la police, nous voyons qui ça la police. Parce que c'est le premier côté, oui. En Haïti, moi, voler sous nous. En Haïti, moi, on a qui crasé 4 milliards, 200 millions de dollars, le sous nous, il est fréquent passer au même divers sport. Des organisations d'enseignants ont dressé le bilan de la journée de mobilisation tenue lundi à travers plusieurs régions du pays. Les protestataires dénoncent des actes de répression qu'ils ont subis dans le cadre de leur mouvement. Ces enseignants réclament de meilleures conditions de travail. Le numéro 1 de l'Union nationale des Nord-Maliens haïtiens se montre très critique envers des leaders politiques qui n'accordent, ajoute-t-il, aucune importance à l'éducation. Josué Mérilien au micro de Charline Murat. Bilan, mouvement, mobilisation que l'enseignant a fait dans tout le pays pour exiger que l'État satisfait aux revendications justes qu'il a gagnées et pour retourner sans perdre du temps sous mesures antidémocratiques, antisyndicales, rétrogrades que le ministre PHTK à Génor prend contre une série de leaders syndicaux parce que leader Sayo a défendu droit, si leader Sayo a revendiqué propriété enseignant pour de meilleures conditions de travail, pour que l'éducation soit en route correctement. C'est réaffirmer volonté inébranlable enseignant pour continuer de vous mener jusqu'au bout pour nous rejoindre satisfaction, toute revendication et joindre tout démission à Génor qui c'est un ministre qui soupçonnait de immoralité publique. Les prend plusieurs syndicales. Il transfère bien loin. C'est bien fait souffrir. L'autre pour Jérémy, ou pas pour là, donc il faut payer machine ou déranger. Donc, il faut payer ça vous souffrir. Et c'est pour ça que je veux dire, la procédure des mesures criminelles, c'est démocratique. Là, je dis pour tout le monde que je veux dire, c'est la passer là, dans le monde de l'éducation, il va falloir concéder enseignants, il faut concéder tout le général. Son signal vertical à tout le monde, pour dire qu'affaire droit, liberté, nous bataillons pour eux, dans les bonnes années, sans nous connaître, nous décidé de jouer un tiroir. Nous-mêmes, je veux dire, nous prenons sur le talent pour nous dire, tout citoyen qui est là, ce qui est passé dans l'éducation, lui, pas seulement conseiller nous-mêmes nous conseiller, et d'ailleurs, soumettons avec l'enseignant de pays, jeudi, et nous disons politiciens, qui ont gardé, qui sont sous bloc drac, nous disons que nous suivons, et donc nous disons que l'éducation, nous avons que des activités politiques dans le pays, pendant 3 semaines, 4 semaines dans la rue, parce que côté Nkassi, côté Blanc, côté comme Moïse Charles, côté Sao, qu'est-ce que ce pas intéressé, qui ne peut pas prononcer sous professeur de Kémal. Toujours dans le dossier éducation, l'enseignant et syndicaliste Georges Wilbert Franck ne digère toujours pas le comportement du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, qui a ordonné, selon lui, le transfert des enseignants protestataires dans l'idée de faire échec au mouvement de protestation. Écoutons à ce sujet Georges Wilbert Franck. Pendant que enseignants, parents, élèves et tout citoyen dans la société qui dit cette fois-ci, ils n'ont pas quitté bataille pour éducation publique de qualité à nommer et syndicats enseignants face à autorité rétrograde seulement y a impliqué, nous constater que l'autorité a déclenché une machine infernale de répression contre les gens qui sont impliqués dans la bataille. Quant à pour moi-même, quant à pour Magali, quant à pour camarade José Mérilien, nous n'avons pas de problème pour attaquer. Nous allons continuer à attaquer parce que nous-mêmes, toute ville, nous faisons la militer pour bien-être de la population. Et les gens qui attaquent nous aujourd'hui, tant que José Agénor-Cadet,
l'élite directeur dans le lycée Fritz Pierre-Louis, l'idée qu'on a surveillé résultat bataille nous pour chèque l'idée capable d'augmenter, l'idée qu'on a appuyé sur bataille nous pour que conditions étaient améliorées. Donc je ne dis pas si le camp nous pas de problème avec ça, nous continuons la bataille. Mais quant à pour élèves avec parents que y a metté dans prison, nous disons nous pas prendre ça en main. Nous ne sommes pas responsables. Pour sa part, la secrétaire générale de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNEH, fer de lance dans la lutte pour le respect des droits des enseignants haïtiens, annonce une nouvelle journée de mobilisation pour jeudi prochain. Cette fois-ci pour exiger la démission du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet. Magali Georges a signalé que les enseignants des écoles publiques organiseront une journée de grève le 24 août à venir pour faire suite à ce mouvement de revendication. Magali Georges, micro de Charline Murat. Même qui ça nous dit, transfert par transfert, révocation par révocation, ça n'a pas qu'à résoudre le problème professeur. Ça n'a pas qu'à résoudre le problème éducation. Nous avons 7 personnes qui ont arrêté pour nous, c'est Mac. Élèves qui sont en prison, c'est Mac. Jodi à la, dans le chef a déposé plainte pour professeur la Kounia dans le commissariat au Donc tout pays a ses pressions. M'a regardé son pression que vous faites hier dans la pour l'école République des États-Unis. Donc nous disons, nous là, revendication professeur capté là. Et même si vous continuez à faire pression, revendication professeur n'a pas changé. Parce que tu as marché, la police a allé tout. Oui, qui est supposé pour bien nécessité, c'est la marché, c'est libre de gagner, donc c'est ça, c'est même ça. Pour ça, nous disons mobilisation intensive. Jeudi devant la zone, et lundi, tout professeur de la vie a changé, n'a pas rentré dans grève. Dans le secteur public d'éducation, ou grève que l'État a décidé de faire là-dedans, il a décidé de toucher les professeurs. Lundi 24, grève dans toute l'école publique, et sans occasion pour demander à l'école privée, tout ça, on demande de nous. Ils ont fait 4 mois l'autre, 4 mois et crise sanitaire sans toucher. Ils ont touché dans les parents, ils n'ont pas touché dans les hauts. C'est l'occasion d'attendre solidarité dans le pays pour avancer. Nous avons quitté, nous n'avons pas faibli, notre bataille jusqu'à ce qu'il y ait une démission en général, jusqu'à ce qu'il y ait au moins 20% dans le budget et il y a au moins 20%, mais c'est 30% à été signé pour le bail. Pour le budget, jusqu'à ce que les jeunes mangent dans l'école, jusqu'à ce qu'il y ait toilettes dans l'école, jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau dans l'école, jusqu'à ce que le placement suspende boire comme nous, jusqu'à ce que le professeur d'école livre un statut sur professionnel correct, qui est dans le public. De retour après la pause, il est 18h passé de 35 minutes à Port-au-Prince. La Fondation J'éclairé a appris une vague de mesures de transfert touchant des leaders syndicaux, vraisemblablement en raison d'opinions publiquement exprimées contre l'insuffisance de mesures de protection prises par le ministère pour faire face à la propagation du coronavirus à l'occasion de la réouverture des classes. La FJKL, sans contester le droit du ministère d'opérer des transferts au sein de son personnel, rappelle que ces mesures ne doivent jamais avoir un caractère punitif. En premier lieu, les mesures de transfert doivent obéir aux règles régissant le statut particulier des personnels éducatifs du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans sa lettre et dans son esprit, Rose. Et en second lieu, j'ose l'exercice de transfert du personnel enseignant, surtout pour des leaders syndicaux déjà mal rémunérés, doit obéir à des critères objectifs et logiques relatifs au point suivant. Changement d'adresse impliquant une augmentation des dépenses pour l'enseignant ou l'enseignante, le problème de santé dans une période de Covid-19, l'ancienneté, l'attachement de l'enseignant ou de l'enseignante à un milieu donné, ce qui peut avoir un impact significatif sur les conditions de
de vie du concerné et son salaire de misère, les privilèges indispensables attachés au transfert, frais de loyer, de déplacement et carte de débit. La FJKL croit que toute mesure de transfert doit être préalablement négociée avec l'enseignant ou l'enseignante pour faciliter son intégration dans le nouveau milieu où il ou elle est appelé à évoluer. La FJKL rappelle que le devoir de l'État est de rendre attractif l'exercice de missions éducatives au sein de la fonction publique en général et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en particulier en vue de s'assurer la collaboration durable de ressources humaines qualifiées et motiver les étudiants pour la carrière enseignante. La FJKL estime qu'un droit de recours doit être prévu au niveau du ministère pour apprécier les doléances des enseignants et enseignantes transférés. La FJKL déplore que le transfert de Mme Rose Thérèse Magali-Georges, dirigeante de la Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d'Haïti, CNEH, syndicat d'enseignants vieux de 34 ans et directrice de l'école République des États-Unis d'Amérique, ait donné lieu à l'arrestation injuste et injustifiée du président du comité des parents, M. Éric Calixte, à l'occasion des mouvements de protestation pacifique de certains parents contre l'ordre de transfert de la directrice. La FJKL félicite le nouveau commissaire du gouvernement à près le tribunal civil de Port-au-Prince, maître du Carmel Gabriel, qui, une fois informé que, en fait, par la FJKL de la situation, a dépêché sur les lieux un de ses substituts pour ordonner l'élargissement de M. Calixte en présence de représentants de la CNEH, de l'Union nationale des normaliens d'Haïti, de défenseurs publics bénévoles du bureau de Port-au-Prince attaché à la défense des victimes de l'arbitraire. La FJKL juge regrettable que le ministère cherche à banaliser la liberté syndicale et à étouffer l'initiative des parents dans la gestion des écoles de leurs enfants au lieu de l'encourager. Et la FJKL invite le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à prendre la voie de la négociation collective avec les syndicats d'enseignants et d'enseignantes pour trouver une issue heureuse à cette situation qui risque de perturber le fonctionnement régulier des écoles en cette période déjà si difficile. En conférence de presse ce mardi, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a exprimé son soutien aux greffiers qui sont en grève dans les 18 juridictions du pays depuis environ une semaine pour réclamer des avantages sociaux et des ajustements de salaire. Cependant, le porte-parole de CADO, maître Arnel Remy, souligne que la grève des greffiers a paralysé le fonctionnement des tribunaux. Il dément les propos du ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, qui dit vouloir combattre la détention préventive prolongée alors qu'il fait fi des revendications des greffiers. Maître Arnel Remy. Normalement, on a commencé pour nous dire que le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, appuie la grève des greffiers. Cependant, le CADO exhorte les autorités à s'asseoir avec les greffiers pour sortir le pays de cette énième crise. Mais impact grève ça vient faire que une augmentation de population carcérale. Impact grève ça vient faire que assise criminelle pas qu'à organiser. Impact grève ça vient faire que ni audience référée, ni audience criminelle, ni audience correctionnelle pas qu'à organiser. Voilà pourquoi au niveau du CADO, on organise cette conférence de presse pour exhorter les autorités exécutives à s'asseoir pour résoudre le problème ça le plus vite que possible. Parce que mon papa m'a raconté une situation qui est dans prison, l'homme a 8 ans, il n'est pas jugé, et chaque temps il y a espoir que va juger, autant des questions de grève, insécurité, etc. Nous-mêmes en tant que défenseurs de droits monde, nous-mêmes en tant que gardiens du respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux de la personne humaine, nous voulons tirer la sonnette d'alarme pour nous faire crier prisonniers, crier les gens qui sont en prison, crier les gens qui sont en garde à vue, river dans les oreilles autorités, et ceci par le biais du CADO. On peut comprendre que visite ministre justice des faits, nous ne pas considérer pour rien. Mais nous-mêmes estimons que c'est un one-man show, que c'est du show-off, du pur show-off que le ministre a fait en dedans.
Prison, pour qui ça nous dit ça? Si le ministre après visite dit que nous allons combattre la détention préventive prolongée, comment peut-on combattre la détention préventive prolongée avec une grève qui persiste? Avec quoi va-t-on organiser les audiences criminelles? Si vous dites-moi combattre détention préventive prolongée, dans une audience criminelle, il faut la présence de tous les acteurs, juges, greffiers, policiers, ministère public. Peut-on organiser, alors nous estimer inadmissible et inimaginable que le ministre, dans le ministère lui-même, a vu organiser une audience criminelle sans greffier? Alors nous ne connaissons pas. Mais nous-mêmes comme avocats, ça n'a dit Premier ministre, joute, Premier ministre, dégageons, résoudre le problème ça, dégageons, les greffiers chita ensemble avec eux, parce que nous-mêmes comme avocats, nous voulons l'aider et nous voulons faire travailler nous comme défenseurs des libertés individuelles. De ce côté, le militant politique André Sonnel a laissé entendre que le climat n'est pas favorable à l'organisation des compétitions électorales. Il croit que la démission de Jovenel Moïse est nécessaire pour résoudre cette crise qui ronge le pays. On écoute André Sonnel. Pas de provisoire. Comment nous allons faire pour nous parler des élections pendant ce temps? Massacre La Saline, Campoufeuille, Grand Ravine, Martissan, un peu partout à travers 10 départements payants, nous sommes beaucoup jamais capables de jouer justice. Comment on peut parler des élections pendant ce temps? Jovenel Moïse l'a institutionnalisé groupe gang armé, prolifération des gangs armés à travers tous 10 départements payants. Et puis vous voulez parler d'élections. Comment on va parler d'élections pendant ce temps doit me violer? Si chaque jour qui te vend 500 gouttes de journée sous Jovenel Moïse, il passe à 1500 gouttes. Et puis, moi toujours pas qu'à manger, moi toujours pas qu'à jouer de travail. Côté que agent sécurité, moun qui était dans la facture qu'on a touché, et 400 gouttes, 500 gouttes, là, toujours été avec le même salaire tuberculose là. Pas qu'il y ait augmentation salariale, ça veut dire que nous toujours été dans le même salaire tuberculose là. Jovenel Moïse dit, depuis en l'air, lui-même, quel que soit j'ai élection en fait, lui-même l'a raflé. Et vous voulez parler d'élection? Dans ce temps, tout appareil, l'État y a nommé, vous pouvez parler d'élection comme coronavirus lui-même, il disparaît pas de monde qui ça le fait, qui ça le régler. Seul moment, ministre et santé publique là, chaque jour, quand il y a fait photo avec petit équipe, que vous faites don, vous faites le cadeau. Et bien, dans ce sens, nous-mêmes nous disons, pour qu'il y ait élection, la fête avec l'autre gouvernement, un gouvernement de transition, et puis il faut que le dossier insécurité à l'y résoudre, faut qu'il baisse considérablement. Monsieur Jovenel Moïse, criminel, ou pas qu'à faire élection. D'ailleurs, nous disons avec quel que soit le secteur d'un pays, qui dit vaudouisant, qui dit protestant, qui dit secteur syndical là, et droits humains, et la trier. Nous déclinons toute invitation que criminel ça capable de nous justement pour participer dans le nouveau AEB ça. Parce que quand il quitte là, écrasé, tout secteur rentré, équipe de la caillou, et bien Kounia là, Jovenel Moïse pour la première groupe l'évangile parle. Si groupe des syndicats parle, si groupe de droits humains parle, pour le capable de dire bon tout secteur pour le monde. Non! Le président Jovenel Moïse, depuis son ascension au pouvoir le 7 février 2017, ne cesse de multiplier ses promesses. 3 ans plus tard, le peuple attend les réalisations qu'il avait promises alors qu'il continue inlassablement à promettre monts et merveilles. Un dossier de notre rédaction. Jovenel, son jeune garçon qui a un plan en Haïti pour le faire maintenant. Jovenel, on folie fait maintenant. Une fois qu'il fut présenté officiellement comme éventuel successeur du président Michel Martelly, Jovenel Moïse tiendra tout au cours de ses campagnes présidentielles un discours égorgé de promesses. De ses grands axes de priorité, il parle d'énergie, d'infrastructures routières, de la création d'emplois, et a même promis de résoudre une nouvelle équation pour faire le plus grand miracle qu'aucun de ses prédécesseurs ne pouvait faire. Jomo, l'enfant de la promesse, ou l'homme de la multiplication des promesses. Comme le Moïse de la Bible,
le sauvé des eaux qui conduisit le peuple d'Israël loin de l'esclavage, et comme le Christ qui a accompli le miracle de la multiplication des pains. Ce dernier croit pouvoir redonner à Haïti sa grandeur de premier peuple noir libre et indépendant de l'histoire du monde moderne. Route dans le pays, depuis 1804, qui va jamais fait. Tant que route, Kafoujof, en sa foulée. Route, Port-de-Paix, Jean Rabel. Jean Rabel, pour aller Marouge. Marouge, Mol Saint-Nicolas. Mol Saint-Nicolas, Bombardopolis. Bombardopolis, BDN. Depuis son accession au pouvoir, le 7 février 2017, Jomo n'a jamais raté une occasion de multiplier ses promesses. Encore des promesses à n'en plus finir. Moi dit, faut payer à 24 sur 24 dans 16 mois. C'est Jean-Charles Moïse, celui qu'on appelle le prophète, qui le contredisait en premier. Pour cet opposant farouche au pouvoir PHTK, tout n'est que mensonge. On va continuer ça qui va arriver vers haïtien. Les gens qui ne pas joindre service dans l'hôpital, l'État qui n'a pas payer employé, on ne va pas continuer ça qui va arriver. Il avait même prophétisé sur l'avenir économique du pays. Le taux d'inflation grimpe à plus de 23%. L'augmentation du chômage, la dépréciation de la goutte par rapport au dollar. Ajoutez à cela la question de l'insécurité, la crise politique, les scandales de corruption. Il va marcher avec une inflation qui est arrivée à 21,1. Il va marcher avec de l'encore qui va monter. Son année difficile et qui va pousser manifestation pire. Ce n'est pas nous qui voulons faire manifestation, pas ça me dit non. Même si annoncer nous ça qui va arriver, c'est le gouvernement lui-même qui prend la cause de mobilisation. Le nom de Jovenel cite fort dans les rapports d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé. Premier problème, c'est corruption. Deuxième problème, c'est corruption. Troisième problème, c'est corruption. Quatrième problème, c'est corruption. Jean-Charles Moïse fut parmi les premiers à signaler ces dérives. Aujourd'hui, on est dans l'accomplissement de ces révélations. Les promesses de Jovenel Moïse ne sont toujours pas tenues. Même je me dis, nous allons fêter 200 ans Citadelle en 2020. Il faut qu'on téléphérique qui installe Citadelle pour l'homme qui a besoin de Citadelle ou qu'on monte dans la cabine téléphérique pour monter Citadelle. En 2020, la fête, la pièce en Paris. Jean-Charles Moïse demeure-t-il dans la vérité? L'autre Moïse aurait-il une potion magique pour rattraper les années de promesses non accomplies alors qu'il est dans la 3e année de son mandat? Il trouvera peut-être une solution abracadabrante pour respecter au moins certaines de ses promesses. Sauf que pour les 350 ans de la ville du Cap, il est déjà dépassé par l'échéance qu'il s'était fixée pour rétablir l'électricité 24 sur 24, installer un réseau téléphérique reliant Citadelle à Sans Souci. Merci à Jos Varin pour ce dossier sur les promesses non tenues du président Jovenel Moïse. Il y a 46 ans depuis la participation d'Haïti dans une Coupe du Monde, cela remonte à 1974. Ils étaient des jeunes joueurs qui avaient un rêve, celui de faire le plus grand exploit en remportant ce prestigieux trophée et de faire flotter le bicolore haïtien. Mais dommage, le destin avait décidé autrement. Ils étaient éliminés sans atteindre les 8e de finale. Parmi ces joueurs, nous citons Emmanuel Sanon, Ernst Jean-Joseph, Philippe Vorbe et j'en passe. Ce dossier compte rendu est réalisé par la rédaction de Modèle FM en vue d'un dernier hommage à cette ancienne gloire, Ernst Jean-Joseph dit Tinès, qui a fait le grand voyage vendredi dernier. 1974. 22 jeunes footballeurs haïtiens ont tenté de réaliser le rêve le plus fou de leurs compatriotes. Ils se sont alors frayé le chemin vers la Coupe du Monde. Une expérience unique pour la sélection haïtienne de football qui, depuis lors, n'a franchi aucune autre phase finale de cette compétition mondiale. Dans les années 70, la pauvreté et l'inégalité sociale représentaient un problème majeur pour le bon fonctionnement d'Haïti.
Jean-Claude Duvalier, qui a hérité le pouvoir que son père gardait pendant longtemps, avait promis une politique beaucoup plus allégée en faveur de la jeunesse. Les choses ne s'étaient pas pourtant améliorées. 1974, l'année de la plus grande euphorie des Haïtiens malgré leur triste situation sociale et économique. Les yeux sont alors rivés sur l'Allemagne de l'Ouest, le pays organisateur de cette Coupe du Monde. En inscrivant 11 buts lors des éliminatoires de cette compétition, Emmanuel Sanon incarnait l'espoir de tout le peuple. 15 juin 1974, Haïti entre dans la compétition en disputant sa première rencontre face à l'Italie. Le premier but inscrit dans ce match fut l'œuvre du numéro 20, Emmanuel Sanon, à la 46e minute. En marquant ce but, le dossard numéro 20 haïtien a mis fin à l'invincibilité du gardien italien Dino Zoff, qui n'avait pas encaissé de but depuis une longue période en sélection. Le stade s'enflamme. L'émotion est à son comble. Mais cette partie de plaisir du côté d'Haïti n'allait pas trop durer, car les Italiens allaient prendre leur destin en main en inscrivant 3 buts et empocher leurs 3 premiers points dans ce groupe qui compte aussi l'Argentine et la Pologne. L'euphorie n'a cependant pas diminué, malgré la première défaite du bicolore. Cependant, le prochain match sera non seulement notre plus grande humiliation, mais aussi la fin d'un rêve. Ce fut face à la sélection polonaise, qui fut sans pitié pour les bicolores. 7-0, score décevant, certains parlent de massacre. Qu'est-ce qui démotive autant les joueurs? Était-il ce jour-là vraiment inférieur par rapport aux Polonais? Haïti se souvient amèrement de cette rencontre tenue le 19 juin 1974. Mathématiquement parlant, Haïti n'a aucune chance de gagner son billet pour les 8e de finale. Son dernier match d'au revoir, il l'a disputé face au géant sud-américain l'Albiceleste le 23 juin 1974. Score final, 4-1. Emmanuel Sanon a fait trembler les filets argentins, mais éliminé d'une belle aventure que Haïti garde encore en souvenir. La sélection haïtienne est retournée au bercail sans avoir atteint les 8e de finale de cette Coupe du Monde. Les joueurs sont reçus comme des héros. Depuis 1974, Haïti n'a jamais réussi un tel exploit. Beaucoup de raisons peuvent expliquer cette grande absence qui dure déjà 46 ans. Vous êtes sur Modèle FM. À présent, nous sommes dans l'obligation de tourner une nouvelle page pub. Ne scannez pas, nous serons de retour sitôt après pour la suite de nos programmes. Campagne Bureau sénateur Rony Célestin pour prévention contre maladie coronavirus là. Coronavirus là, c'est une maladie qui propage vite entre moun et moun. Si vous avez toussé, ou bien la fièvre, ou sinon, vous sentez ou pas qu'à respirer, contactez pressé le docteur. Si vous n'avez pas de symptômes, toujours lavez main avec savon, ou sinon avec l'eau qui est Clorox, ou bien tout avec gel hydroalcoolique. Si vous avez esténé, faites ça dans un mouchoir et puis jetez-le tout de suite. Après ça, pressez laver main. Évitez chita, camper, marcher, coucher, bon côté moun qui a une maladie coronavirus là. Si vous avez salié un moun, pas bal la main, pas bol, ni bois mâchouet, ni sous bouche. Conseil anti-coronavirus ça yo, c'est bureau sénateur Rony Célestin qui te porté pour nous. Vous qui désirez diffuser votre spot sur Modèle FM, en vue de donner une large visibilité à votre entreprise, contactez la régie publicitaire de Modèle FM au 43 27 99 74 37 85 36 05. Minutes info. 5 minutes info. Sur Modèle FM. Sur Modèle FM. Dans le grand journal de 18h. C'est le grand journal de 18h. 5 minutes info. 5 minutes info. Pour voyager à travers le monde. En information. Modèle FM. La radio Modèle.
Intervenant en clôture de la première journée de la Convention démocrate, hier lundi, Michelle Obama a fait passer un sentiment d'urgence sur l'élection présidentielle du 3 novembre, appelant les Américains à voter pour le candidat démocrate Joe Biden comme si leur vie en dépendait. Dans son intervention, l'ex-First Lady s'est présentée déclarée révoltée par la réponse de la Maison-Blanche à une pandémie qui a fait plus de 170 000 morts aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas été à la hauteur, a-t-elle jugé, ni sur le plan de la santé publique, ni sur celui de la défense de leurs valeurs. Et chargé des finances depuis la première élection de Justin Trudeau en 2015, Bill Morneau a annoncé le 17 août sa démission de l'actuel gouvernement du Premier ministre libéral. Dans une conférence de presse donnée en soirée à Ottawa, Bill Morneau a également annoncé qu'il abandonnait son siège de député de Toronto et qu'il allait passer les prochaines semaines à se préparer à être candidat au poste de prochain secrétaire général de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Cette démission intervient cependant sur fond de rumeurs de divergence entre les deux hommes sur la gestion de la crise due à la COVID-19 et sur le plan de relance à définir pour sortir l'économie canadienne de la crise, mais surtout après un scandale éthique sur les relations de Trudeau et Morneau et leur entourage avec une association caritative. Soulignons que le Premier ministre canadien a tenu à rendre hommage à son désormais ex-ministre. Bill a travaillé sans relâche pour soutenir les Canadiens et créer une économie qui profite à tous, a témoigné Justin Trudeau sur son compte Twitter après l'annonce de cette démission. À noter qu'il sera remplacé par l'actuelle vice-première ministre Chrystia Freeland, première femme à occuper ce poste central de l'exécutif canadien. Le dernier rappel de l'actualité. 5 minutes info. 5 minutes info. Sur Modèle FM. Sur Modèle FM. Dans le grand journal de 18h. C'est le grand journal de 18h. 5 minutes info. 5 minutes info. Pour voyager à travers le monde. En information. Modèle FM. La radio Modèle. Avant de refermer ce journal, Rose, on ne peut pas oublier cette victoire française. Le Justement. Paris Saint-Germain, en fait, en 1995, c'était la première fois que cette équipe avait touché les quarts de finale. Justement. Depuis lors, elle n'a jamais dépassé vraiment les quarts de finale. Bien aujourd'hui, elle a réussi la demi-finale et elle sera dans la finale. La semaine prochaine, puisqu'on sait entre dimanche, Bayern de Munich, on attend et Lyon de toute façon, demain. et Lyon demain. Deux clubs français. Donc, et deux clubs aujourd'hui, français. oui, et puis il y a Lyon et Bayern. Et Lyon et Bayern. C'est allemand, c'est de un toute club façon, allemand ce et sera un club une français. finale franco-allemande. Oui, justement, ça je vote pour une finale franco-allemande. Bon. Dans le cas contraire, non. Je ne veux pas Lyon, Paris Saint-Germain. Je n'aimerais pas ça. Ouais, Lyon, Paris Saint-Germain. Ce sera rasant, un peu rasant. Ouais, pas trop de challenge dans ce sens. Donc vraiment, je préfère une finale franco-allemande. D'accord, alors les formations, c'est quoi? Les Français ont dominé les Allemands grâce à 3 buts de Marquinhos et Di Maria en première période et une réalisation de Bernat au retour de vestiaire. Ils affronteront dimanche à Lisbonne en finale le vainqueur du match Bayern Munich Olympique Lyonnais qui sera joué demain à 3h, match qui sera diffusé en direct sur le 88.3. Première finale du PSG après son élimination en demi-finale par le Milan AC en 1995. Et Rose n'était pas encore née. Non. Le dernier appel de l'actualité. Les obsèques d'Anthony Pascal, dit Campé-Philo, ont eu lieu ce mardi 18 août 2020. Plusieurs personnalités politiques et du monde culturel ont rendu un dernier hommage à cette icône de la presse haïtienne. Le dernier rapport d'audit sur la gestion du fonds Petro-Caribé risque de faire monter la tension à travers les rues. Des politiques demandent à la justice de prendre ses responsabilités dans ce dossier. Des organisations d'enseignants ont dressé le bilan de la journée de mobilisation tenue lundi à travers plusieurs régions du pays.
Et le président Jovenel Moïse, depuis son ascension au pouvoir le 7 février 2017, ne cesse de multiplier ses promesses. 3 ans plus tard, le peuple haïtien attend les réalisations que le président Jovenel Moïse avait promises, alors qu'il continue inlassablement à promettre monts et merveilles. Et dans l'actualité internationale, le ministre des Finances canadien démissionne sur fond de scandale et de désaccord avec le Premier ministre Justin Trudeau. En sport, le PSG bat Leipzig 3-1 et se qualifie pour la première finale de son histoire rose. Ouais. Réalisation Macodelin Sévère, équipe de rédaction Charline Murat et Jean-Samuel Mentor, rédacteur en chef Vladimir Désir, présentation Josuarin et Rose Berlin-Matelmi qui n'est pas Charline Murat. Non. Alors à demain. Alors à demain, au revoir tout le monde. Rappelez en fait vous que le prochain journal, ce sera donc à 5h du matin, c'est Ronald et Gilles. Et puis à 18h pour notre grand journal, sans oublier 12h45. Au revoir. Bonsoir. Du lundi au vendredi, le journal français de 18h sur Modèle FM. C'est 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 de